On commence par le début. Je vais commencer par dire que l'idée de travailler la mentalisation des éducateurs pour qu'ils puissent travailler la mentalisation des enfants, c'est une idée qui a eu Vincent à l'époque quand il commençait son doctorat en psychologie et qui travaillait comme éducateur dans un centre de réadaptation. C'est qu'il a vu que c'était quelque chose peut-être à à réfléchir pour apporter cette contribution-là au travail qu'ils font les éducateurs en protection de l'enfance. Ben, on a choisi les titres de la conférence et les titres qu'on a donnés au guide qu'on a développé pour les éducateurs, de laquelle je vais parler un peu plus tard. Je vais commencer par la définition de mentalisation. Qu'est-ce que mentaliser? Je vais partir d'un exemple pour vous expliquer la notion de mentalisation pour ceux qui ne sont pas déjà familiers avec cette notion. Par exemple, si on trouve un ami qui a l'air d'être particulièrement triste, on va probablement faire poser des gestes de façon très naturelle à l'égard de cet ami-là. Par exemple, on peut diminuer les tons de notre voix, prendre une voix plus douce, plus calme. On peut se pencher vers l'avant, on peut mettre une main sur l'épaule. C'est des choses qu'on va faire de façon naturelle parce que probablement on a compris que notre ami est triste et qu'il a besoin peut-être de quelqu'un à côté qui reflète un peu, qu'il comprend l'état dans lequel il se trouve. C'est que la mentalisation, c'est quelque chose qu'on va faire de façon très naturelle dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire une personne qui a une bonne capacité de mentalisation va être capable d'interpréter de façon implicite et de façon explicite ses propres comportements et les comportements d'autrui comme étant porteurs d'un sens et fondés sur des états mentaux. Qu'est-ce que ça veut dire face au comportement de quelqu'un ou face à mon propre comportement? De façon constante, je suis en train de faire de façon la plupart du temps inconsciente une interprétation de ces comportements-là pour comprendre les états mentaux, c'est-à-dire les désirs, les besoins, les sentiments, les croyances, les intentions qui vont expliquer les comportements d'une autre personne ou qui pourraient expliquer notre comportement aussi. Et on fait ça quand on a une bonne capacité de mentalisation, on a réussi à développer une bonne capacité de mentalisation de façon très naturelle et implicite, comme je vous ai montré dans mon exemple précédent. Par contre, si dans la situation précédente, cet ami-là qu'on voit comme étant triste rejette notre manifestation d'affection ou notre proximité, à ce moment-là, probablement, on va se mettre à mentaliser de façon explicite. On va faire un effort conscient de mentalisation en se disant, par exemple, qu'est-ce que je lui ai dit la dernière fois? Qu'est-ce que j'ai écrit dans mon dernier message qui les fait réagir de cette façon-là? C'est qu'on peut passer facilement de la mentalisation implicite qu'on fait de façon très naturelle à la mentalisation explicite en cas de besoin. Si j'ai à vous résumer de quoi il s'agit, cette approche de mentalisation qu'on veut amener aux éducateurs, il s'agit d'utiliser un processus que les éducateurs utilisent déjà de façon implicite, de façon explicite pour les mettre au service des enfants et des adolescents avec lesquels ils travaillent. Et c'est un processus, c'est important de les voir comme ça. C'est pour ça qu'on utilise les termes mentaliser et pas mentalisation, parce que ça fait allusion au verbe, au processus de l'individu ou que l'individu utilise pour donner un sens au monde qui l'entoure. Et ça va rendre, bien sûr, les relations interpersonnelles compréhensibles, prévisibles et porteuses d'intention. C'est que ça va nous aider grandement à comprendre ce qui arrive aux autres et ce qui nous arrive à nous également. Il y a un auteur qui aime utiliser cette phrase-là pour parler mentalisation que je trouve très pertinente. Il va résumer la mentalisation de la façon suivante. Mentaliser, c'est de se percevoir de l'extérieur et de percevoir les autres de l'intérieur, c'est-à-dire la capacité qui nous amène à prendre une distance par rapport à notre ressenti, c'est-à-dire se voir de l'extérieur pour prendre une certaine distance et reconnaître
les choses qui s'activent chez nous en termes de pensées, des croyances, d'intentions, des désirs, d'émotions. Et percevoir de l'autre de l'intérieur, ça veut dire utiliser les choses qu'on a vécues déjà dans le passé, hein, parce qu'on vit des choses semblables comme humains, la tristesse, la joie, la colère, etc. Et pouvoir interpréter les comportements de l'autre en ayant comme référence le fait qu'on a vécu des choses semblables. Et c'est de là la pertinence de cette phrase-là, de se percevoir de l'extérieur et percevoir l'autre de l'intérieur. Et en fait, oups, au moment où ça m'a commencé à parler, le Zoom disparaît. En fait, ce que je rajouterais, c'est que c'est vraiment une composante adaptative de la mentalisation, dans le sens qu'on est une espèce éminemment sociale, donc c'est super important d'être capable de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des autres et de s'y adapter. Euh, donc, la mentalisation se développe dans le contexte d'une relation d'attachement secure, c'est-à-dire que c'est vraiment par ce biais-là qu'on va pouvoir développer cette capacité-là. Puis inversement, ben, ça prend un parent qui mentalise bien pour favoriser la sécurité au niveau de la relation d'attachement. Ce graphique-là qui est présent dans le manuel, ben, on le trouve intéressant parce qu'il incarne le lien entre la mentalisation puis des concepts fondamentaux en psychologie psychodynamique qu'on aime beaucoup, dont Winnicott, Stern et Bion, donc qui parlaient de la fonction miroir. Puis on aimait aussi beaucoup ce graphique-là parce que c'est vraiment des éléments qu'on peut reprendre dans l'accompagnement d'un enfant là, en centre de réadaptation ou en foyer de groupe. Donc, les éléments, les ingrédients de la fonction miroir qui sont présentés là, mais pas de façon, tu sais, ils sont tous importants, là, c'est pas d'une façon chronologique. Donc, il y a l'empathie, bien sûr, qui va de soi, mais qui est la capacité donc à s'imaginer à la place de son enfant pour comprendre sa détresse, comprendre ses besoins. Donc, d'être mobilisé, par exemple, quand un enfant va pleurer ou quand il va manifester de l'inconfort. Il y a la sensibilité, qui réfère à la capacité du parent à reconnaître les signaux, autant physiques qu'affectifs, qui sont émis par l'enfant. La contenance, qui est beaucoup mise à l'épreuve en contexte de réadaptation, là, qui est à dire ben, la capacité à, Winnicott va dire à survivre, mais c'est bien sûr une survie plus psychique, donc d'être capable de recevoir l'intensité des émotions et de la détresse de l'enfant sans soi-même se mettre à être débordé puis à entrer en crise. Il y a la congruence qui va être à quel point ben, on va être capable d'être dans la même couleur, en fait, un peu d'accordage au niveau des affects. Donc, qu'on va pas se mettre à être en colère face à de la tristesse ou à des besoins, qu'au contraire, on va manifester une certaine forme de préoccupation ou d'ajustement. Ensuite, il y a la contingence qui est ben, qu'il faut que la réponse soit suffisamment proche dans le temps pour que le bébé, dans ce cas-ci, comprenne qu'il y a un lien entre, disons, les besoins physiques exprimés ou les besoins affectifs qui exprimés et la réponse du parent. Ça va être la même chose en centre de réadaptation ou en foyer. La différenciation aussi qui est importante, donc de montrer que même si on est dans la même tonalité affective, c'est-à-dire qu'on peut comprendre, se mettre à la place, ben, on est quand même deux êtres différents. Donc, comment on va procéder, c'est en marquant l'émotion, donc des fois en ajustant notre ton de voix, en essayant de signifier qu'on est touché par ce que l'enfant vit, mais en même temps, on se laisse pas encore là déborder ou contaminer, entre guillemets. Puis finalement, ben, le respect des cycles d'engagement et de désengagement, qui est comme ben, de laisser l'enfant explorer, être autonome quand c'est dans son besoin, quand c'est ce qui manifeste, puis en même temps, ben, être capable d'être présent quand il y a besoin de support et ben, qu'on l'accompagne. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qui, lorsqu'ils sont ben, en fait utilisés de façon ben, suffisamment bonne, suffisamment fréquente, ben, qui vont permettre graduellement de développer la mentalisation, c'est-à-dire que le parent va aider l'enfant à ben, transformer en représentation mentale les sensations physiques qu'il peut ressentir, d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ses comportements, d'essayer de faire des liens entre ses manifestations somatiques et qu'est-ce qui se passe dans son esprit. Au niveau du développement, là, on va très, très vite là, aujourd'hui pour vous présenter les grandes lignes pour que vous sachiez un peu de quoi on parle, mais bon, on voulait quand même vous présenter rapidement comment ça se développait. Donc, la mentalisation va se développer par le passage à travers trois stades que l'on va dire pré-mentalisants. Donc, de la naissance à 1 an et demi, il y a ce que l'on appelle le mode téléologique, où, ben, comme on peut s'en rendre compte par l'âge de l'enfant, il y a très peu d'accès aux états mentaux, tant chez lui que chez les autres à ce moment-là. Puis
Puis en fait, les interprétations de son comportement celui des autres va être beaucoup basées sur la conséquence, tout ce qui est observable et tangible. C'est-à-dire que l'enfant va commencer à essayer de faire des liens à partir d'une conséquence, des liens avec le comportement qui a été posé auparavant. Donc, si ce comportement-là se reproduit, ben, l'enfant va s'attendre un peu aux mêmes conséquences. Un exemple, c'est toujours un peu abstrait là, quand on parle du monde intérieur des petits bébés comme ça, mais un exemple qu'on peut mentionner, c'est un enfant qui, bon, est habitué que son parent lui offre une réponse contingente et sécurisante quand il pleure, quand il est en détresse. S'il se met à pleurer alors qu'il est dans sa bassinette, admettons, qu'il est seul l'espace d'un moment, le fait d'entendre son parent arriver, ben, en soi, juste déjà ce bruit-là, le mouvement du parent va avoir déjà une fonction régulatrice parce qu'il va être habitué, ça va être quelque chose qui va s'être produit dans le passé ou quand le parent se déplace, ben, après ça, ce qui se produisait, ben, c'est une réponse régulatrice. Donc, même s'il mentalise pas nécessairement l'intention du parent, ben, il associe un peu la conséquence habituelle au comportement ou à ce qui est observable et tangible. Ensuite, ben, il y a l'accès au monde mental qui se fait de plus en plus, donc naturellement, dans le développement humain. Donc, on va parler à ce moment-là entre un an et demi et 3 ans, pardon, du mode d'équivalence psychique, qui est une position très, très égocentrique. Donc, l'enfant va avoir accès aux états mentaux chez lui, chez l'autre, mais comprendra pas nécessairement que ce qui se passe à l'intérieur de lui est généré par son esprit à lui et non pas partagé par tout le monde ou par l'environnement. Donc, il va y avoir une confusion entre le monde interne et le monde externe. L'enfant va se représenter, en fait, son monde interne comme étant accessible à tout le monde ou que tout le monde un peu pense ou voit les mêmes choses. Un exemple de ça, bon, qui est de moins en moins vrai avec l'avenue justement des appels vidéo, mais un enfant qui va parler au téléphone de cet âge-là, un petit enfant va parler au téléphone à son parent, va lui parler d'un dessin qu'il y a devant lui, puis va lui parler, souvent, ben, on se rend compte qu'il nous parle comme si nous, on voyait la même chose que lui. Donc, en disant, regarde, là, ici, il y a un soleil, alors qu'on est au téléphone, puis qu'on n'a pas d'accès visuel pour le voir. Un autre exemple qu'on peut avoir de ce mode-là, c'est l'enfant qui a peur, en fait, parce qu'il dit qu'il y a un monstre en dessous de son lit. Donc, on a beau venir le voir, rassurer, regarder en dessous du lit, regarder dans l'environnement, le montrer qu'il n'y a vraiment rien. Dès qu'on va quitter l'enfant puis qu'il va être seul dans son lit, ben, le monstre va revenir parce que le monstre, il est dans sa tête, il n'est pas dans la réalité. Donc, il va y avoir un peu cette confusion-là par rapport au monde interne et externe. Ensuite, vers l'âge de 3 à 4 ans, il y a un mode qui est plus court, un petit peu plus difficile à cerner des fois au niveau de la clinique, mais où en réponse au mode d'équivalence psychique, à travers le jeu, ben, l'enfant va en venir à travailler cette distinction-là entre le monde interne et externe, entre soi et l'autre, puis être un peu plus capable d'avoir accès aux états mentaux puis à comprendre là, cette distinction-là. Mais les deux mondes, interne et externe, vont vraiment devoir être séparés, sans quoi ben, ça peut devenir difficile ou on peut revenir davantage vers le mode précédent. Un exemple qu'on peut donner, c'est quand on est en train de jouer, admettons encore, si je reprends l'exemple du monstre, on est en train de jouer avec notre enfant de 3 ou 4 ans, qu'on est un monstre, qu'on lui court après. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, ça m'est déjà arrivé avec ma filleule. Si on rentre un peu trop dans notre personnage, puis qu'on a l'air un peu trop intense, ben l'enfant peut se mettre à avoir peur un peu parce qu'on sent que cette différence-là est encore fragile, puis peut nous demander d'arrêter de jouer à ce moment-là. Donc, vous jouez à autre chose. Donc, on voit qu'il n'a pas encore pleinement saisi qu'on fait semblant ou que si ça devient un petit peu trop intense ou un peu trop proche de ses peurs à lui à interne, ben, ça peut amener cette réaction-là. Donc, ces modes prémentalisants-là vont s'intégrer ensemble. Chacun a des acquis. Donc, dans le mode téléologique, ben, c'est qu'on peut expliquer une action. Dans le mode équivalence psychique, c'est qu'on a accès aux états mentaux. Puis dans le mode comme ci, ben, c'est qu'il y a une différence entre le monde interne et externe. Cette intégration-là va faire que vers 5 ou 6 ans, ben, un enfant va être capable, grosso modo, de mentaliser. Mais comme vous le savez, ben, vous en doutez peut-être si vous avez un peu lu sur le sujet ou si vous vous intéressez à la question, ben, c'est pas un développement qui est monolithique dans le sens que ben, il y a peut-être des sphères dans lesquelles l'enfant va être déjà un peu capable de mentaliser, puis d'autres qui vont être difficiles. Puis même chez les adultes, en fait, c'est que lorsqu'on est très, très activé émotionnellement ou qu'on vit du stress, ben, généralement, notre capacité de mentalisation devient ben, de moins en moins efficace. Parce qu'au niveau des structures cérébrales, s'associe justement à des structures qui sont un peu plus évoluées. Puis quand on est dans une réponse de stress aigu, ça devient plus compliqué de mentaliser. Donc, pour apprendre à mentaliser, ben,
Si on se remet un peu dans l'optique du développement, ben, le parent avec son bébé, son jeune enfant, va devoir mentaliser à la place de l'enfant. Donc, c'est sûr que si on prend un tout petit bébé qui a toutes sortes de réactions, qui comprend pas nécessairement les sensations, qui apprend un peu c'est ça, à comment le monde fonctionne un peu, ben, il va avoir besoin de son parent pour émettre des hypothèses, pour essayer de l'aider à comprendre ce qui est en train de se produire, puis de lui offrir des réponses qui vont l'aider à s'autoréguler. Petit peu par petit peu, ben, l'enfant va être un peu plus capable de le faire, mais va toujours avoir besoin de l'aide du parent. Donc, c'est vraiment d'abord et avant tout un processus intersubjectif. Donc, qui va être entre deux personnes, qui va graduellement s'intégrer, puis devenir intrasubjectif, c'est-à-dire que la personne va être capable de plus en plus de mentaliser par elle-même, même si les relations vont toujours être une source précieuse de soutien à la mentalisation, ne serait-ce que quand on est un intervenant sur un plancher puis qu'on vit des émotions fortes, d'avoir un collègue qui peut nous aider à mentaliser, ça va toujours être précieux. Au niveau du guide, en fait, on souligne vraiment là, les étapes 1 et 2. Là, on a mis la bulle autour du 2 parce que ben, on espère qu'on peut accompagner les enfants qui ont déjà un petit peu de capacité à mentaliser, puis on peut les soutenir. Malheureusement, des fois, on va y revenir, quand ils ont vécu beaucoup de traumas, de choses très, très difficiles, vont être pratiquement incapables de le faire par eux-mêmes. Donc, ils vont peut-être même avoir besoin au début qu'on le fasse en prenant une place là, plus grande encore. Ensuite, il y a un autre élément dont on parle qui est très important au niveau de l'intervention auprès des enfants là, qui sont placés en foyer de groupe personnes de réadaptation, puis qui est lié à la mentalisation, qui est ce qu'on appelle la confiance épistémique. Donc, qu'est-ce que c'est la confiance épistémique? Ben, c'est la confiance de l'enfant quant au fait que les nouvelles connaissances qui sont transmises par les adultes qui sont autour de lui sont authentiques, crédibles, généralisables, bienveillantes et pertinentes. Bref, que on peut faire confiance aux adultes qui sont autour de nous quand ils nous donnent l'information, des conseils, que c'est dans notre intérêt puis que ça va être utile. Donc, c'est ce qui fait, on voit à quel point c'est nécessaire. En fait, c'est ça qui permet de faire les apprentissages sociaux. Euh, Malheureusement, en fait, là, c'est ça, c'est que en contexte de trauma, généralement, même cette confiance-là, qui semble un peu la base, va s'éroder chez les enfants. Donc, il y a des auteurs, bon, c'est pas tout le monde qui s'entend là-dessus, mais quand même des recherches intéressantes avec les bébés qui montrent que on peut penser que chez les très jeunes bébés, il y a une propension adaptative à la vigilance épistémique. Donc, c'est-à-dire une certaine vigilance quant au fait, ben, c'est qui l'informateur? Est-ce que je le connais? Est-ce que je le connais pas? Est-ce que ça correspond un petit peu à ce que j'ai connu dans ma brève vie jusqu'à présent? Donc, ça, c'est très adaptatif. Ça permet de discerner, de rejeter efficacement les informations fausses ou dommageables. Par contre, comme on l'a vu dans la fonction miroir, ben, au fur et à mesure qu'on va interagir avec un adulte qui est sensible, qui est empathique, qui a des réponses contingentes et régulatrices, qui est conscient vraiment, qui nous comprend, qui a notre intérêt à cœur, ben, cette vigilance-là va diminuer, puis va laisser place à une confiance épistémique qui pourra se généraliser avec les autres adultes autour, les autres personnes, que ce soit à l'école, que ce soit en milieu de soins. Donc, on va faire confiance. Par contre, un enfant qui a vécu pardon, des traumatismes relationnels précoces, il va pas être à même de développer cette confiance-là, puis il va plutôt rester dans une position de vigilance, voire même de méfiance épistémique. Parce que, bon, c'est ça, il va pas avoir eu cette réponse-là empathique, sensible, contingente, puis pire des fois, ben, au contraire, de s'ouvrir, ça va lui avoir fait vivre des expériences profondément aversives comme l'abus ou la négligence. Donc, c'est une notion qui est intéressante. Puis, dans le fond, la confiance épistémique se travaille notamment par la mentalisation, par le fait de, à force que l'enfant voit qu'on cherche à se mettre à sa place, qu'on arrive à le comprendre, ben, va peut-être dérigidifier sa position de méfiance, puis faire davantage confiance au niveau de l'intervention. Mais, par contre, les enfants pour lesquels on a développé ces guides-là, les enfants qui sont en centre de réadaptation ou en foyer des groupes, ont pour la plupart vécu des traumas relationnels précoces. C'est ces enfants qui ont été exposés de façon chronique à de multiples événements traumatiques qui ont eu lieu en bas âge, souvent au sein des relations significatives et qui se sont présentés de façon répétée et prolongée dans le temps. En fait, la particularité de ce type de trauma, des traumas relationnels précoces, c'est que les situations traumatiques arrivent au sein de la famille de l'enfant et que c'est souvent les parents
qui est associé aux traumas qui sont infligés à l'enfant, ce qui place l'enfant dans un dilemme important. Les personnes qui se supposaient de me protéger sont les mêmes personnes qui infligent des traumas, et qui me mettent dans des situations de négligence grave, d'abus physiques, d'agressions sexuelles. Il y a de nos jours plusieurs termes qui sont utilisés pour parler de ce type de trauma. Je pense qu'en Amérique du Nord, on parle davantage en termes de traumas complexes. On peut aussi parler en termes de traumas intersubjectifs de l'enfance ou de traumas d'attachement, même d'exposition traumatique à l'enfance. Je préfère particulièrement la notion de trauma relationnel précoce parce qu'elle nous permet quand même de rendre compte davantage des actes d'omission, des choses qui sont associées à la négligence, et elle nous permet aussi d'expliquer, de comprendre davantage les comportements de l'enfant, des enfants qui ont vécu des situations de trauma relationnel précoce. Dans les prochains diapos, on parle des défis qui sont associés à l'accompagnement de ces enfants-là à la base. Et j'aime bien dire que ces défis ne concernent pas seulement les éducateurs. Je pense qu'on peut être confronté à ces défis-là à plusieurs niveaux, un intervenant social, un éducateur qui travaille dans un centre de réadaptation, une mère ou un père d'accueil dans une famille d'accueil, ou un psychologue, par exemple, dans une rencontre en individuel. C'est qu'il y a plusieurs défis qui représentent ces enfants-là pour les gens qui travaillent autour d'eux. D'abord, un développement psychique inachevé, hein. On peut penser que le développement de ces enfants sur le plan cognitif, sur le plan affectif, sur le plan social est un développement disharmonieux, comme conséquence de la négligence et du manque de stimulation qu'ils ont vécu. Un autre élément important auquel on est confronté, c'est la légalisation des parents maltraitants. Ces enfants vont se trouver toutes sortes de façons pour garder une image positive des parents et de la relation qu'ils ont avec eux. Et on sait comment cette image-là va résister à toute preuve du contraire, hein. Même si les enfants sont confrontés, par exemple, à des parents qui manquent de sensibilité, qui ne vont pas respecter leurs engagements. Par exemple, quand ils sont en centre de réadaptation et les parents ont convenu de les voir en fin de semaine et ne se présentent pas de façon répétée, ben, malgré ça, les enfants vont continuer à l'idéaliser parce que c'est la seule façon de garder une image positive de ses parents. On sait que ces enfants-là ont des difficultés au niveau de la notion du temps, hein, une notion fondamentale. Et probablement la notion du temps, c'est un héritier de ce qui se passe dans la relation parent-enfant, hein. C'est un héritier de la façon répétée avec laquelle un enfant peut manifester ses besoins. Pensons par exemple aux besoins de nourriture en bas âge, aux besoins de boire, aux besoins de dormir, hein, avec une certaine régularité. Il y a aussi la cadence régulière avec laquelle les parents répondent aux besoins de l'enfant qui va lui permettre de s'inscrire dans la dimension temporaire. Comme conséquence, on voit que les enfants qui ont vécu le trauma relationnel précoce ont de la difficulté à attendre, à mettre à plus tard, par exemple, à renoncer à la satisfaction de certains besoins. Ces enfants qui manifestent davantage de désorganisation sur le plan émotionnel et comportemental, qui au lieu de mentaliser, vont vivre les situations auxquelles ils sont confrontés sous forme d'agir, des crises, hein, qui vont faire souvent des crises de pleurs, des colères, mais qui vont même avoir des comportements qui sont souvent maladroits. En fait, des fois, on a l'impression qu'il y a un enchaînement de mouvements un après l'autre, mais sans avoir un but précis qui les justifie. Et comme conséquence de cela, on voit que les mouvements, les gestes ne sont pas nécessairement utilisés pour communiquer avec l'autre. À la place de la mentalisation, on va se servir du corps pour exprimer nos besoins, hein, et on va avoir un accrochage à la sensorialité et à des manifestations corporelles. Et c'est pas rare qu'on a même de la difficulté à distinguer des enfants qui ont vécu des traumas relationnels précoces avec des manifestations très pathologiques comme les manifestations du trouble du spectre de l'autisme, parce qu'on peut observer par exemple des balancements sur les corps ou des choses comme la masturbation compulsive, hein, chez les enfants qui ont vécu des traumas relationnels précoces.
ces enfants qui n'ont pas accès nécessairement à la pensée symbolique, c'est-à-dire qu'ils vont exprimer très peu à travers le jeu, comme c'est supposé d'être le cas des enfants en bas âge, pourraient maîtriser leurs conflits, les difficultés qu'ils sont ou des situations qu'ils peuvent avoir vécues. Et on va assister, au lieu d'assister à une observation de la capacité à jouer et d'une capacité symbolique, ces enfants vont présenter ce qu'on appelle le jeu traumatique. C'est un jeu qui devient répétitif, qui n'aide pas à l'élaboration de l'enfant, à l'élaboration psychique, et qui va être simplement une répétition des situations d'abus, de maltraitance, de négligence, d'agressions sexuelles qu'ils ont vécues au sein de leur famille. Une autre conséquence à laquelle on est confronté, c'est la méfiance épistémique, le contraire de ce que Vincent vous a expliqué. Au lieu de faire confiance aux adultes autour de nous, on va être plutôt hyper vigilant, on va être centré sur sa propre perspective, on va être fermé au dialogue et à la perspective d'autrui parce qu'on n'a pas développé la confiance chez les adultes, en les adultes. C'est-à-dire que, par exemple, l'entrée à la garderie, hein, quand on commence à être en contact avec d'autres adultes en dehors de notre milieu familial, ça va être difficile et probablement après l'entrée à la maternelle, c'est qu'on peut penser que ces enfants ne sont pas disponibles aux apprentissages, hein, parce qu'ils ne sont pas à la base, ils n'ont pas à la base une confiance en l'adulte avec lequel ces apprentissages doivent se passer. Et on voit chez ces enfants des difficultés d'attachement et de mentalisation sur lesquelles on va revenir un peu plus tard. Puis que c'est là pour dire que ces enfants sont souvent dans un mode de fonctionnement en survie avec des comportements qui étaient peut-être utiles dans les relations d'attachement premières avec leurs parents biologiques, mais qui ne sont pas plus utiles, hein, qui ne sont plus utiles dans les relations avec les autres adultes de leur entourage. C'était que dans un mode où on utilise des mécanismes de défense qui sont partiellement efficaces et on répète des comportements qui étaient utiles dans le passé, mais qui ne sont plus utiles, par exemple, dans les foyers des groupes ou dans les centres de réhabilitation dans lesquels ils vivent. Quand on parle d'attachement et des difficultés d'attachement qui sont conséquences des traumas relationnels précoces, il faut garder en tête que les représentations d'attachement que ces enfants-là sont à la base sont très difficiles à vivre, hein. Ils vont se représenter les relations avec autrui comme étant la source de danger, des persécutions, des sidérations, des luttes, des rejets, d'abandon. Ils vont avoir une représentation de soi qui est souvent associée au fait d'être incompétent et non aimable, hein, vont se trouver, vont se considérer comme étant des enfants méchants, hein, qui vont causer du malheur aux autres et vont se représenter les adultes comme étant plutôt imprévisibles, non fiables, non aimants, violents, rejetants, hein. C'est-à-dire ils vont voir les nouveaux adultes, les nouveaux adultes dans leurs entourages, l'éducateur, la personne qui essaye de les aider en utilisant la lunette qu'ils se sont fait à partir des relations avec les premières figures disons, de sa famille. C'est qu'il faut aussi penser que ces représentations sont profondément ancrées dans la psyché de l'enfant et sont peu malléables et qu'ils sont à construire de nouvelles relations d'attachement. Dans un premier temps, ils vont créer des situations dans lesquelles ils répètent les patrons d'attachement qu'ils avaient avec les figures premières, avec les nouvelles figures, par exemple l'éducateur qui travaille avec eux. Emmanuel Bonneville-Barichel, qui parle beaucoup de la question là, des traumas relationnels précoces, décrit bien en fait comment les difficultés d'attachement chez les enfants qui ont vécu ce genre de trauma-là peuvent se jouer dans une espèce de pièce de théâtre presque là, au niveau de leur relation. C'est-à-dire que bon, la première étape, l'enfant va rencontrer une nouvelle personne, par exemple un éducateur, un assistant familial, une personne autorisée, etc. Les relations ayant été beaucoup porteuses de trauma, ben, vont créer une angoisse automatique incontrôlable chez l'enfant, qui va déjà être activée par cette nouvelle relation-là, puis va réagir en fonction des souvenirs, ben, conscients ou non, là, associés aux situations traumatiques qui sont pas adéquates pour la situation actuelle. Donc, c'est vraiment, en fond, les patrons relationnels traumatiques qui vont être réactivés.
Puis l'enfant, ben, comme on le voit au niveau bon, du style d'attachement, des stratégies d'attachement désorganisé, ben, va chercher à contrôler la relation, puis va, ce faisant, souvent recréer activement les conditions de répétition des situations traumatiques. Donc, c'est de là l'espèce de métaphore là, d'une pièce de théâtre où donc l'enfant va essayer de rejouer ce qui s'est passé dans ses relations d'attachement traumatique au niveau du premier contact avec les intervenants. Euh, Au niveau là, ben, en fait, qu'est-ce que les situations, les motifs de compromission peuvent engendrer là, concrètement en ce qui concerne la capacité de mentalisation. Donc, si on pense, par exemple, bon, c'est schématique, c'est sûr, mais on trouvait ça intéressant de vous présenter des exemples généraux. Donc, dans le cas de la négligence où l'adulte répond pas présent en fait à l'enfant qui va être laissé seul à lui-même et à son expérience. Donc, il y a une absence quasi totale de représentation mentale qui peuvent, selon les cas, être préservés dans certaines petites sections du quotidien, mais généralement, dans les éléments plus importants, ben, ils vont se manifester, c'est ça, par une absence de réponse, une absence de régulation. Donc, l'enfant arrivera pas en fait, à mentaliser ou à accéder un peu à une représentation mentale de son vécu. Donc, il va y avoir une régulation qui va être axée sur le corps sans recours à la pensée réflexive. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir de façon assez fréquente. Puis au niveau de l'abus, ben, la situation qui peut se passer, que Fonagui et ses collègues ont décrit là, dans leur recherche, leurs écrits sur le sujet, ben, c'est qu'il va y avoir un retrait du monde mental d'une façon très adaptative parce que pour l'enfant, ça va être très, très difficile, en fait, de prendre contact avec des états très malveillants qui sont associés au propre trauma des parents, généralement, qui sont associés à leurs propres expériences, mais qui pourraient faire très, très peur. Et donc, ça va être beaucoup mieux. En fait, l'enfant va mieux s'adapter en cherchant à ignorer complètement le monde mental. Donc, activement, puis ça va même, quand on va amener l'enfant à essayer de le faire, ça va lui susciter des vives réactions parce que ça avait été très adaptatif là, dans des relations traumatiques, de ne pas prendre contact justement avec ces éléments-là. Qu'est-ce que ça va créer au niveau de la mentalisation? Ben, comme je viens de le décrire, des grandes difficultés de mentalisation. On le voit chez nos jeunes qui sont placés là, en réadaptation. Souvent, il y a une capacité de mentalisation qui va être défaillante, voire absente. Donc, c'est beaucoup des jeunes qui vont se réguler par le corps, par l'agir, qui vont faire des crises. Donc, qui aura pas beaucoup d'utilisation de la pensée réflexive là, pour se réguler, se comprendre, comprendre les autres, comprendre les relations. Puis, disons, notre lecture un peu ou la façon qu'on aime conceptualiser les choses, c'est que généralement, les enfants vont fonctionner d'une façon prédominante dans un des modes prémentalisants. Donc, les modes dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, par exemple, dans le mode téléologique, ben, où on était très, très centré sur le concret, ben, c'est des enfants qui peuvent facilement faire des crises, qui peuvent poser des gestes pour se faire comprendre. Ça peut être un enfant qui, par exemple, si on lui refuse un câlin, parce que bon, des fois, on le sait, c'est des enfants qui ont beaucoup, beaucoup besoin justement d'une réponse concrète pour montrer qu'on les aime, qu'on les apprécie, ben, si on refuse un câlin, ils peuvent se sentir rejetés. Donc, vraiment quelque chose d'observable qui va être associé à un ressenti. Si on pense à un jeune qui est davantage dans l'équivalence psychique, donc qui est dans une position un peu égocentrique, qui a la difficulté à comprendre que ce qu'il ressent, c'est pas nécessairement ce qui est partagé dans l'environnement et par les autres, un cas qu'on peut voir, c'est un jeune qui va dire mon professeur dans la classe me pose des questions juste pour que j'aie l'air niaiseux, par exemple. Donc, il y a une confusion. Peut-être que l'enfant se sent pas adéquat, se sent ridiculisé, peut-être un peu quand ces questions-là sont posées. Mais on peut penser, puis on peut espérer surtout que l'intention du prof, c'était pas ça. En fait, l'intention du prof, c'était peut-être de faire en sorte à ce que le jeune soit impliqué dans la classe, soit attentif, qu'on aille valider s'il comprenait les choses. Donc, on voit où il peut y avoir une confusion au niveau de ce stade-là. Puis dans le mode comme ci, ça peut être un jeune, par exemple, qui va être très, très triste, mais qui va être capable de nous parler de comment il se sent, qui va plutôt faire des liens avec des thèmes d'actualité. On voit ça des fois, nous parler de la politique, nous parler du réchauffement climatique, mais il ne fera pas de lien. Donc, il va être très, très coupé de son monde interne, complètement dans le monde externe ou vice-versa. C'est ça qui nous a mené à faire ce travail de mentalisation qui a été débuté par Vincent avec mon accompagnement quand il était étudiant au doctorat, mais quand on a continué à travailler au fil du temps et on a dernièrement développé cette grille-là qui vise à vulgariser davantage les notions autour de la mentalisation, mais qui était pensée
pour les éducateurs qui travaillent avec les enfants en foyer de groupe ou en centre de réadaptation et qu'on a pu développer, illustrer avec le soutien financier de l'Institut universitaire Jeunes en difficulté. Je me suis muté moi-même. Ça s'adresse aux éducateurs qui travaillent auprès des enfants en situation d'hébergement, donc des foyers de groupe et centres de réadaptation. C'est une approche qu'on va dire transdiagnostique parce il y a quand même des élaborations théoriques là, pour faire des liens entre les difficultés de mentalisation et certains troubles de santé mentale précis. Mais nous, notre approche, c'est vraiment une approche développementale, c'est-à-dire qu'on prend chaque enfant là où il est rendu au niveau de son développement de la capacité à mentaliser, peu importe son diagnostic, son portrait clinique, son âge. Des fois, on peut, c'est ça, voir avoir des grands ados de 16 ans, mais qui ont une capacité de mentalisation qui se rapproche plus d'un tout petit enfant. Donc, l'idée, ça va être de se dire, peu importe l'âge chronologique, on va prendre l'adolescent ou l'enfant où est-ce qu'il est. Puis on a fait un effort quand même aussi pour que ça puisse s'intégrer aux activités qui se font quotidiennement avec les jeunes. Ce qu'on nomme beaucoup aussi, c'est que c'est une habilité qui est naturelle. Généralement, quand on est en relation d'aide, c'est quelque chose qu'on fait déjà, mentaliser explicitement. Donc, on va juste encourager les éducateurs à faire encore plus, de façon encore plus explicite, ce qu'ils font déjà pour soutenir cette capacité-là chez les enfants. Au niveau des objectifs, le grand objectif du guide, c'est de soutenir l'enfant ou l'adolescent dans le développement de sa capacité à mentaliser dans des situations chargées émotionnellement, donc proches de la vie quotidienne, soit en mesure d'exprimer et de réguler ses émotions sans débordement. Donc, on va travailler la mentalisation de soi, la mentalisation des autres et de la relation. Ce qui est à savoir aussi, c'est que dans le guide, on va proposer aussi une façon d'adapter des objectifs, en fait, de développer des objectifs plus précis là, selon la situation d'un jeune, là, pour que ce soit mesurable, puis qu'on puisse vraiment voir là, la progression, s'adapter s'il y en a pas. Quand on travaille avec cette approche, on a, on va dire, une posture différente comme intervenant pour favoriser le développement de la mentalisation chez les jeunes. Et j'ai mis dans la diapo, on a mis dans la diapo des principes fondamentaux. La première chose, c'est la sécurité, hein, pour pouvoir être en mesure de mentaliser, surtout quand il s'agit des affects qui sont plus négatifs. Il est important de se sentir en sécurité avec la personne avec laquelle on va faire cet effort de mentalisation. Et ça passe bien sûr par la constance et la prévisibilité des relations, hein. C'est-à-dire que c'est deux ingrédients importants pour qu'une relation devienne sécurisante. L'autre élément, c'est l'empathie. Et bien sûr, je vous apprends rien de nouveau, hein. Les personnes qui sont dans la relation d'aide sont des personnes qui sont souvent très empathiques, mais ça pourrait être un défi d'être empathique avec des jeunes qui fonctionnent dans les modes prémentalisants parce qu'ils comprennent les choses d'une façon différente. C'est que peut-être qu'en mentalisation, l'empathie, on va la manifester aussi d'une façon différente en mettant plutôt l'accent sur l'effort qu'on fait pour comprendre l'enfant plutôt que sur l'émotion concrète que l'enfant peut ressentir. C'est une approche qui invite l'enfant à participer au processus de mentalisation. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas que l'éducateur soit capable de mentaliser à propos de l'enfant. L'idée, c'est que l'éducateur amène l'enfant à mentaliser à propos de lui-même et à propos des autres. C'est-à-dire qu'on va impliquer le plus possible l'enfant dans ces processus de mentalisation. On va aussi avoir un équilibre entre les défis et les capacités de l'enfant. C'est-à-dire qu'on utilise les termes d'échafaudage, un terme qu'on emprunte à Vygotsky pour parler de comment se situer face à l'enfant. C'est qu'on va faire des activités où on va lui présenter des défis de mentalisation qui représentent un certain défi pour l'amener à aller plus loin, mais aussi qu'il puisse, avec notre aide, réussir à faire pour qu'il ne soit pas trop frustrant pour lui. On va aussi se servir de tous les jeux, les situations ludiques, des métaphores pour amener cet effort-là de mentalisation, particulièrement avec les plus jeunes, hein, parce que dans les faire semblants et dans la symbolisation, il y a un effort de mentalisation important, c'est que ça va être un moyen pour aider l'enfant à mentaliser. Et on va aussi commencer par des situations qui sont positives, hein. C'est
beaucoup plus difficile pour un enfant de mentaliser, par exemple, face à une situation dans laquelle il était délaissé par son parent, que face à une réussite à l'école. C'est-à-dire qu'on va se servir de situations positives pour encourager les efforts de mentalisation pour que ça soit après transféré à des situations plus difficiles. Et on va à s'adapter dans notre intervention au mode prémentalisant prédominant chez l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir des objectifs très élevés en termes de mentalisation. On va avoir des attentes qui sont très ajustées à comment l'enfant fonctionne. Par exemple, si un enfant fonctionne dans les modes téléologiques, un enfant qui n'est même pas capable de reconnaître les émotions en soi, on va faire probablement le travail qui ferait un parent avec un enfant en bas âge pour l'aider, par exemple, à s'observer davantage, à reconnaître les signaux physiques qui pourraient être associés aux émotions, pour les mettre ensemble et pouvoir identifier les émotions. Ça pourrait être, et c'est en fait dans cette partie, pour terminer, on vous illustre avec quelques exemples des choses qu'on propose de faire. Il y a probablement des choses que vous faites déjà, hein, que les éducateurs font déjà, mais plus pour, avec l'idée d'amener l'enfant à mentaliser davantage. Par exemple, pour les enfants qui sont plutôt dans un mode de fonctionnement en équivalence psychique, qui ont de la difficulté à différencier leurs pensées des pensées d'autrui, on va proposer des choses comme, par exemple, quand il a eu une situation, par exemple, l'enfant a fait une grosse crise de colère dans laquelle il a lancé des objets aux éducateurs et aux autres enfants. On va lui dire quelque chose dans l'après-crise, bien sûr, dans un moment où il est disponible pour mentaliser davantage. Qu'est-ce que tu penses si on aurait pris, hein, si on utilise cette métaphore, si on aurait pris une photo de toi au moment où toi, tu avais cette désorganisation-là et on présente cette photo-là à ton meilleur ami, si on présente cette photo-là à ton enseignante, à quelqu'un qui ne te connaît pas, qu'est-ce qu'il dirait qui s'est passé avec toi? C'est une façon de mettre, de se faire sortir, de prendre une distance, hein, que l'enfant prenne une distance par rapport à son ressenti pour se voir de l'extérieur et pouvoir mentaliser sur ce qui est arrivé au moment de la crise. Puis dans le mode comme si, ben un exemple plus général d'intervention encore pour conclure, ben c'est le travail va être de démontrer vraiment le souci accru pour ce que l'enfant ou l'adolescent pense et ressent. Puis bon, Biel utilise souvent l'expression d'essayer de faire la fête avec ce que l'enfant ou l'adolescent va nous apporter, c'est-à-dire que on va peut-être souligner, disons, une considération mentale, un lien entre un événement qui s'est produit, puis ben, c'est ça un discours par rapport aux états mentaux, en mettant l'accent dessus, puis en essayant d'approfondir. Donc, pas laisser passer ça sous le silence ou voir ça comme étant anodin, mais prendre chaque petite occasion où l'enfant ou l'adolescent fait des liens entre ce qui se passe à l'intérieur de lui, puis les événements, son entourage, etc., le souligner, puis l'accompagner graduellement à faire ce lien-là aussi. Donc, ça, c'était des exemples de quelques exemples, mais il y en a plusieurs autres qu'on donne, puis de façon plus ou moins concrète selon les besoins. Là, c'est un peu le but du guide aussi, d'offrir plusieurs options. On va terminer avec cette diapo. Ben, quelles sont les perspectives futures du travail qu'on fait sur le plan clinique? Bien sûr, on aimerait bien former le plus grand nombre d'éducateurs aux interventions basées sur la mentalisation. C'est quelque chose, selon l'expérience qu'on a jusqu'à présent, qui s'intègre très bien au travail qu'ils font au quotidien avec les enfants qui sont en situation d'hébergement. Le but, c'est aussi d'offrir à ces enfants-là un accompagnement qui est plus ajusté à la capacité de mentalisation des enfants et des adolescents en situation d'hébergement et ainsi favoriser aussi les stabilisations des placements, hein. C'est-à-dire qu'on réussisse quand même à garder les jeunes le temps qui est nécessaire sans trop les faire bouger des places. On sait comment c'est difficile hein, les multiples déplacements qui sont souvent à vivre. Et sur le plan de la recherche, bien sûr, évaluer l'impact de la formation sur le travail qu'ils font les éducateurs et sur les jeunes et bien, bien sûr, publier le plus possible les résultats de notre recherche. Je tiens à dire que dans les derniers jours, j'ai formé, ben, ça prend 2 mois à le faire, mais j'ai formé des équipes
une bonne équipe de Saint Genès de Laval, des éducateurs de plusieurs équipes, une quarantaine qui ont participé à la formation des éducateurs qui travaillent auprès des adolescents plutôt. On va s'arrêter là. Merci. Je vais arrêter les partages d'écran